Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'étudiant. On va corriger l'épreuve de spécialité physique-chimie du bac 2022, l'épreuve du mercredi 11 mai. C'est la première fois que ces épreuves se tenaient. Vous avez dû voir, vous aussi, la difficulté du sujet. J'accueille pour cela Damien Simeka. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de physique-chimie au lycée Saint-Ursule et à IPSUP à Paris. Donc c'est vous qui m'avez dit, hein, le sujet, il était chaud. Chaud, pas classique. En tout cas, surtout l'exercice optionnel de mécanique. Donc on va le détailler, il y avait bien beaucoup de possibilités pour pouvoir se tromper dedans en tout cas. Voilà, donc un sujet, pardon, vous l'avez dit, avec des sujets optionnels, c'est-à-dire qu'un sujet commun obligatoire, et puis deux exercices à choisir parmi trois proposés. Dedans, hein, on espère que ceux qui ont galéré sur certaines questions, qui ont hésité, vous avez pu passer les questions, quitte à y revenir en fin de sujet pour ne pas perdre trop de temps, parce que c'était assez dense, disons, il y avait beaucoup de choses. Oui. On va commencer par corriger, enfin vous allez corriger surtout le sujet de chimie, le sujet commun à tous les élèves, l'exercice 1, sur le colorant E127. Donc voilà, beaucoup de choses à lire, des tableaux, des schémas à analyser. Et puis des questions de cours pour commencer. On va faire le tour des questions. Qu'est-ce qu'il fallait répondre aux questions 1 et 2? Okay. Alors déjà, l'exercice commun effectivement sur le colorant E127, donc un exercice de chimie. Tout comme les deux sujets de Polynésie, l'exercice commun est tombé sur la chimie. Effectivement, les premières questions très classiques avec du cours. On vous demandait les familles fonctionnelles, donc surtout à ne pas confondre avec les groupes caractéristiques. Donc on avait bien évidemment un OH pour un alcool, on avait une double liaison CO en milieu de chaîne, donc pour une fonction cétone, et on avait une fonction acide carboxylique pour le groupe numéro C. Et attention, vous voyez, il y avait marqué groupe A, groupe B, groupe C, donc ça pouvait porter à confusion avec le nom des groupes caractéristiques qui ne sont pas forcément identiques, qui ne sont pas identiques. Là, on vous demandait famille, fonction. On va enchaîner, hein, ouais. Alors, question 2. Là, on vous demandait de faire une analyse avec la loi de Beer-Lambert et une absorbance. Donc, ici, on vous demandait, première question 2, on vous demandait de identifier en justifiant la forme de l'érythrosine qui prédomine dans le révélateur de la plaque. Pour ça, il fallait regarder les deux pKa. Vous aviez une forme, l'érythrosine est sous une forme acide et basique. Il y a trois formes possibles, donc deux couples acide-base possibles, 2 pKa. On voyait effectivement que le pH de la solution de plaque dentaire était à 7, donc supérieur au deuxième pKa. Donc, c'est la forme la plus basique qui prédomine, c'est-à-dire la forme Eri 2-. Donc, une réponse à trouver dans le document, pour le coup. Absolument, tout à fait. Mais quelque chose de très classique, pour le coup. Ouais, il fallait justifier la disparition de... la couleur rouge du révélateur. Pourquoi c'était rouge? Alors, pourquoi c'était rouge? Pour ça, il fallait regarder le spectre d'absorbance. Il fallait regarder la longueur d'onde lambda maximale. On était à environ 525 nanomètres. Et si vous regardiez le petit document, 525 nanomètres, ça veut dire que ça absorbait le vert, c'est-à-dire... ça absorbait le cyan, donc le vert et le bleu. Et une solution est toujours perçue de ce qu'on appelle la couleur complémentaire à ce qui est absorbé. Ce qui est absorbé, c'est bloqué dans la solution, d'où une solution qui était rouge. Ok, et pour terminer cette première partie, une question dans laquelle les candidats étaient invités à prendre des initiatives, hein, c'est-à-dire, j'imagine, aller piocher dans leurs connaissances perso qui n'étaient pas dans le document. Il fallait déterminer la valeur du titre massique avec tout un tas d'autres mots compliqués que vous allez nous expliquer. Absolument. Pour ça, effectivement, il fallait donc utiliser le graphique de la loi de Beer-Lambert. C'était, somme toute, quelque chose de très classique. Donc, ils ont l'habitude de faire ça. Ce n'est pas une question qui a dû poser beaucoup de difficultés. Il fallait effectivement commencer par calculer le coefficient directeur de la droite. Avec la loi de Beer-Lambert A égale KC, on pouvait obtenir la concentration de notre solution inconnue puisqu'on avait l'absorbance. Et il ne fallait pas oublier de remonter grâce au facteur de dilution. Et le facteur de dilution ici était de 4000. Puisqu'on prenait 0,5 ml de solution commerciale et on le mettait dans 2 litres de solution. Donc il ne fallait pas oublier de remonter avec le facteur de dilution qui était ici de 4000. Et enfin, on pouvait aller chercher la masse avec la concentration molaire fois la masse molaire fois le volume pour obtenir la masse. Donc ça, on obtenait la masse du produit dans notre solution. On avait besoin aussi de connaître la masse de notre solution pour ça. Donc ça, quelque chose de très classique, la masse volumique, ρ égale m sur v, on pouvait obtenir la masse de notre solution. La masse de la solution était de 0,5 g. On avait trouvé pour la masse de notre produit 10 grammes.
il suffisait de calculer un pourcentage. 10 mg, c'est 2% de 0,5 g qui représente 500 mg. Voilà, donc quelque chose de très classique. Ça a l'air classique. La deuxième partie, là, on s'intéresse aux expérimentations. Absolument. Et donc, le sujet expliquait en tout cas une expérience qui a été réalisée, et il fallait l'analyser à travers tout un tas de questions, donc assez précises et assez claires finalement sur des points précis de l'expérience à en tirer. On va aller dans l'ordre des questions et simplement dire ce qu'il fallait répondre. Alors là, on analysait effectivement le protocole et le rôle des étapes numéro 1, 2 et 3. On voit que dans l'étape numéro 1, alors l'éthanol servait de solvant pour que vos réactifs puissent se solubiliser dans une espèce commune, mais on ne vous donnait pas d'indication là-dessus, donc ce n'est pas ça qu'ils vont attendre. Ce qui nous intéressait ici, c'est surtout chauffer et agiter le mélange. Chauffer pour accélérer la réaction puisque la température est un facteur cinétique. Donc ça, c'était l'étape numéro 1 et c'est lié à la question 6 où on vous demandait comment optimiser la vitesse de formation en chauffant, bien évidemment, ça va plus vite puisqu'on accélère la réaction. L'étape numéro 2, on refroidit, donc ça permet de cristalliser le mélange, de cristalliser l'espèce qui nous intéresse surtout, et donc une fois qu'elle est cristallisée, par rapport au reste du mélange qui reste liquide, de pouvoir la filtrer et donc l'isoler. L'étape numéro 3, mesurer la température de fusion. La température de fusion, c'est où on passe donc de l'état solide à l'état liquide. Et on pouvait effectivement, une fois qu'on avait notre produit synthétisé, il faut vérifier si c'est bien ce qu'on attend et s'il est pur. Voilà, donc en vérifiant le point de fusion, on pouvait savoir s'il était pur et si c'était bien notre produit attendu. Voilà, ce qui était important dans les données aussi ici, exceptionnellement, c'est qu'on nous donnait pour une fois le rendement. On ne va pas nous demander de le calculer, on nous le donne. Donc il va falloir en déduire des choses après. On nous demandait après de déterminer le réactif limitant de la synthèse. Alors ça, c'est quelque chose de très classique, je ne vais pas le détailler, ils savent tous le faire depuis la première, en calculant le nombre de moles et en appliquant les proportions stoichiométriques. Ça, c'était une question extrêmement simple. Montrer que la masse d'érythrosine obtenue expérimentalement est de 4,6 g. Donc effectivement, là, il fallait s'occuper du rendement. Le tableau d'avancement vous donnait éventuellement le nombre de moles théorique, donc votre fameux X max. Donc ça, vous savez tous le calculer. Et vous pouviez donc obtenir, soit vous passez par le quotient des masses, soit par le quotient du nombre de moles, XF sur Xmax pour le rendement. On va utiliser XF sur Xmax. Donc le tableau d'avancement vous donnait Xmax. Et à partir de votre masse, qui est 4,6 grammes, en connaissant le rendement, vous pouviez obtenir votre masse finale. Et pour la dernière question? Et pour la question 9, on connaissait donc la masse de notre produit dans les fameux 0,5 ml de tout à l'heure, donc très peu. Ici, on vous demande des flacons de 10 ml, donc c'était juste un produit en croix. Voilà, il fallait 200 mg de produit pour 10 ml, et donc on synthétise ici 4,6 g, donc 4,6 divisé par 0,2, puisque 200 mg, 0,2 g, et on obtenait 23 flacons. Ok, et l'exercice comportait une troisième partie, où on allait étudier la décoloration, c'est-à-dire la disparition de la forme dans les solutions. Pareil, on nous donnait encore une fois un processus assez détaillé d'une expérience, avec 3 questions cette fois, pour aller explorer un petit peu l'expérience. Qu'est-ce qu'il fallait répondre à ces questions-là? Alors, on vous demandait de décrire qualitativement. Qualitativement, c'est voir simplement ce qui se passe. Ce n'est pas quantitatif, il n'y a pas de calcul. Donc on vous demandait de proposer un facteur cinétique à l'origine de cette évolution. Vous voyez que la courbe est de plus en plus douce, certes descendante, mais de plus en plus douce. Donc la vitesse va diminuer au cours du temps. C'est dû à quoi? Au facteur cinétique qui est la concentration en réactifs. Les réactifs sont consommés au cours du temps, donc la vitesse diminue au cours du temps. Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction, donc ça c'était très simple, très classique. Il se place à la concentration initiale divisée par 2, on se plaçait donc à 4,25 et on obtenait un temps de demi-réaction qui valait, excusez-moi, on a plein de pages quand même, aux alentours de, on va y arriver, 145 secondes. Voilà. La dernière question, on vous demandait donc pour la question 12. Il fallait expliquer comment il est possible d'optimiser la décoloration du filtre Büchner. En chauffant ou en catalysant la réaction. Tout simplement. Oui. Il fallait expliciter un petit peu ou simplement... Non. Okay. On avait déjà expérimenté, on avait déjà dit au départ que
qu'en chauffant, on augmentait la vitesse de réaction. Parfait, on va passer aux exercices au choix. Donc on rappelle, 2 exercices au choix sur 3 exercices proposés. On ne va pas forcément détailler tous les résultats. Des corrigés écrits sont en ligne sur l'étudiant.fr aussi avec le détail des réponses. On va ici s'intéresser à la démarche, ce qu'il fallait penser, la façon dont il fallait travailler sa copie, avec un premier exercice A sur le jonglage. Vous l'avez jugé difficile, vous. Peut-être qu'il a quand même été pas choisi classique par les élèves. Oui. C'est celui-là qui fait un petit peu la nouveauté, peut-être, sur des méthodes un peu différentes. Donc on nous présentait une courbe d'une balle pendant le jonglage qu'il fallait analyser et commencer par la décrire qualitativement. Absolument. Donc là, c'est pas quantitativement. Par contre, peut-être plus intéressant que les sujets de Polynésie, justement, où le Polynésie, c'était beaucoup de cours. Là, il y a quand même pas mal d'analyse, plutôt de l'analyse d'un phénomène. Voilà. Et souvent, ça vous pose des difficultés. Donc ici, on vous demandait de décrire qualitativement, selon l'axe OY, le mouvement de la phase 1. Donc on va s'intéresser uniquement à la phase 1. La phase 2 ne nous intéresse pas. À l'aide des figures, donc décrire qualitativement sur OY. Donc sur OY, on pouvait voir que c'était ralenti, bien évidemment, quand ça montait, et ça accélérait en redescendant. On pouvait le voir aussi avec la figure 2B. Vous voyez qu'il y a une première partie où VY est positif, et sur la deuxième partie de la phase 1, VY passe sous l'axe des abscisses et devient négatif. Donc, bien évidemment, c'est l'instant où la composante VY était positive dans le sens de l'axe Y et devient négative, donc en repointant au moment où ça commence à redescendre dans la deuxième partie de la première phase. Deuxième question, quel était le rôle de la main? Il fallait décrire le rôle. La main servait de propulseur pour relancer au départ. C'est avec la main qu'il y avait la fameuse force de lancer, où il y avait le vecteur vitesse initiale V0 dedans. Donc là, il fallait expliquer ce qui se passe, pas forcément calculer. Exactement. Ensuite, on a un peu de cours, utiliser la loi de Newton, pardon, sur la chute libre. Donc, exactement. Donc là, pour le coup, c'est une question qui est très classique. Ouais. Donc la loi de Newton, la somme des forces égale ma. Vous obteniez donc de manière très classique A égale petit g en vectoriel. Vous projetiez votre vecteur accélération pour avoir A de x et A de y. On voyait bien évidemment que A de x était nul, puisque le vecteur accélération est vertical vers le bas comme petit g. Par contre, donc si on primitive l'accélération, on voit effectivement que la primitive de 0 est une constante, donc que la vitesse v de x, qui est la primitive de a de x, est une constante v0x. Et la suite des questions? Exprimer l'énergie mécanique, EM0. Alors l'énergie mécanique, c'est bien évidemment l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. On vous parlait à l'instant initial, et dans l'énoncé, on vous disait que l'énergie potentielle de pesanteur initiale était nulle. Au point de départ, on considérait l'altitude nulle. Donc l'énergie mécanique n'est plus valable qu'avec l'énergie cinétique. 1/2 de mv0 carré, et en fait, ici, il fallait se souvenir de la norme d'un vecteur, où c'était, ici, si on s'intéressait au vecteur v0, v0x au carré plus v0y au carré à la racine, et sachant qu'ici, il y avait V0 au carré, la racine disparaissait, ça nous faisait 1/2 de m, facteur de V0x carré plus V0y carré. Okay. Dans la deuxième partie de l'exercice, ça concernait uniquement la première phase. Absolument. Avec un raisonnement, donc on veut la hauteur h maximale, donc du sommet. Pour ça, il fallait faire une étude énergétique avec la conservation de l'énergie mécanique entre le point O initial et le point S, que j'ai appelé S en tout cas, du sommet. Quelque chose de très classique, et vous trouviez effectivement grand H égale V0Y au carré sur 2G. À un moment, vous aviez vos V0X qui vont se simplifier, puisque au sommet, vous aviez V0Y, il faut s'en souvenir, c'était l'astuce, V0Y est nul au sommet de votre parabole, puisque le vecteur vitesse est horizontal. H a une valeur, c'était la question 6. Oui, H, si on faisait l'application numérique, à peu près 81,5 cm. Okay. Donc c'est ce qui est en accord avec la figure de A, vous voyez que c'est un chouïa plus grand que 80 cm, que 0,8 m, donc c'est bien en accord. Question 7, maintenant. On vous demandait, alors ici il n'y avait pas d'équation horaire, toutes les étapes à faire, en fait c'était juste une analyse du sujet. Vous voyez que vous avez en fonction du temps votre graphique de la figure 2B, VY en fonction du temps, qui est à la tête d'une fonction affine, donc avec une ordonnée à l'origine non nulle, avec un coefficient directeur négatif, pardon. Donc V0Y, c'était moins GT plus V0Y. Donc il fallait analyser la courbe.
par rapport aux équations que vous connaissiez d'habitude. De plus en plus, en fait, les sujets sont faits, ils savent que vous connaissez vos démonstrations par cœur, donc ils vous demandent plutôt des applications et d'analyser certaines choses en fonction de vos connaissances. Donc il ne fallait pas hésiter à prélever dans son cours et pas à se contenter d'autres. Exactement. Ensuite, évaluer l'intensité de la pesanteur. On trouvait 10. Donc là, c'était l'application numérique. Pour petit g. Donc en fait, petit g représentait le coefficient directeur, moins petit g représentait le coefficient directeur, donc g, l'opposé du coefficient directeur, et on trouvait 10 mètres par seconde au carré. Pour la question 9, on vous demandait l'équation de y en fonction du temps. Donc ça, c'est l'équation horaire. Donc à partir de vy de moins gt plus v0y, vous allez intégrer, et donc vous allez en rechercher la primitive. Ça vous fait moins gt carré sur 2, plus V0YT, la constante étant nulle, la constante d'intégration, puisqu'on part de l'origine. Et là, enfin, la question 10, je crois que c'était la dernière, non, c'est l'avant-dernière. On vous demandait le temps de vol, le temps dans l'air. Pour ça, c'est un peu une résolution de polynôme, mais vous allez voir qu'il y avait une astuce pour éviter une résolution de polynôme avec votre discriminant. C'était donc votre moins gt carré sur 2 plus V0YT, égale 0, puisque le temps de vol, ce qui nous intéresse, c'est l'instant du temps où la balle va être récupérée par l'autre main. Donc ici, vous pouviez mettre en facteur le temps. Vous aviez un produit de deux facteurs qui était égal à 0, donc l'un des deux était égal à 0. Donc t égale 0, ça ne nous intéresse pas forcément. On se retrouvait avec le deuxième qui était moins gt sur 2 plus v0y égale 0. Et il suffisait d'isoler t de l'air pour pouvoir le calculer. Et la réponse à la question 11, donc la valeur de TR. Il y a une deuxième partie à la question 10. On vous demandait, et ça c'était très délicat, on vous demandait de redémontrer la formule qu'il y avait. Effectivement, donc T de l'air égale 2V0Y sur G, ça c'était extrêmement simple, c'était à partir de l'équation horaire que je viens d'expliciter. Et pour trouver l'équation qu'on nous demandait, il fallait aller remplacer V0Y par la formule de la question 6 ou 5, je ne sais plus, où on avait H était égal à V0Y sur 2G. On isole V0Y, on va le remplacer. Voilà. Et l'astuce, c'était de passer T au carré pour enlever la racine. Et il y avait des choses qui se simplifiaient et on s'y retrouvait bien. Et la question 11, on obtenait 0,80 secondes. Et ce qui est en accord avec la figure 2B, vous voyez que V0Y est nul. Ça traverse l'axe des abscisses à une abscisse qui est de 0,80 secondes. À peu près. Voilà pour l'exercice 1, qui était un petit peu compliqué. Hein, oui, l'exercice A, ouais, qui était pas simple. Il y avait beaucoup de choses à analyser. L'exercice B, donc on parle de thermodynamique cette fois-ci. Absolument, un fer à cheval. Donc, équation différentielle et établissement de l'équation différentielle. Donc, pas simple. Donc, on va essayer d'analyser tout ça. Première question très simple, on vous demandait la masse du fer, sachant que vous aviez la masse volumique et le volume, vous trouviez 818 grammes, ça c'était très simple. Question 2, on vous demandait la variation d'énergie interne delta U. Vous savez qu'on est dans un système incompressible, donc que c'est égal à Q, la chaleur, MC delta θ, et vous n'aviez que l'application numérique à faire, ça c'était très simple. Justifier ce qui se passe d'un point de vue microscopique, quand on chauffe, vous avez vos particules de votre milieu qui s'agitent. Donc c'est ça, vous allez avoir une agitation microscopique et c'est ça qui justifie justement l'augmentation de l'énergie interne du système puisque vos particules microscopiques vont s'agiter. Une fois que ça chauffe, un fer, ça refroidit. Absolument. D'où équation différentielle. Donc ça, c'est la méthode qu'on vous avait donnée. Il fallait se souvenir que le flux thermique phi, c'était Q sur delta T. Donc on pouvait remplacer Q, bien évidemment, on a dit par delta U, MC delta θ, donc sur delta T, petit t. Et on vous précisait ici que delta t tendait vers 0 de façon assez subtile. Donc votre variation quand delta t tend vers 0 devient votre fameuse dérivée. Donc vous l'obtenez de cette façon-là. On obtient phi égale mc dθ sur dt. Et on vous donnait la loi phénoménologique de Newton. Pour une fois, je n'ai pas bugué sur le mot. HS facteur de θ ext moins θ. Donc il fallait bien évidemment égaler les deux. Vous obteniez l'équation différentielle après facilement. Question 4, il fallait justifier que la solution qu'on vous proposait était bien solution de l'équation différentielle. Donc vous aviez θ, vous allez injecter θ dans votre équation différentielle et vous allez également
injecter d de θ sur dt, donc il fallait dériver la solution qu'on vous proposait. Et effectivement, tout se simplifie correctement, on retrouve 0 égale 0. Voilà, donc il fallait être à l'aise avec les dérivés des exponentielles, bien évidemment, pour pouvoir s'en sortir correctement. C'est plus facile pour les élèves qui ont une spé maths à côté ou pour une pour les élèves qui ont une spé maths en plus de la physique, ou c'est vraiment... Même Alors pour les élèves en bizarrement, physique, bizarrement les équations différentielles ne sont pas au programme de l'écrit en spé maths, et ils le sont à l'écrit pour la physique. Ok, donc on va mieux faire physique finalement. On vous demandait donc la température à laquelle allait être le fer à cheval quand le maréchal Ferrand allait le poser juste. En fait, il y avait une subtilité parce qu'il fallait... Donc, vous utilisez, c'est une application numérique de la solution qu'on vous proposait. On vous donnait taux était égal à 880 secondes. Par contre, il y avait le petit t qu'il fallait aller chercher, le petit t. Eh ben, on vous disait qu'il attendait une minute, puis encore une minute. Donc le temps, en fait, était au bout de 2 minutes à convertir en secondes et on obtenait 787 degrés. Donc, extrêmement chaud, même pour un cheval. Tout à fait. Voilà. On vous demandait dans la question 7, donc vous aviez besoin du temps lorsque c'était fait dans l'eau, cette fois-ci. Pour expliquer que ça refroidit plus vite dans l'eau. Pour expliquer que ça refroidissait plus vite, donc c'était plus efficace. Donc on adaptait l'équation, par exemple le H de l'air, le coefficient de partage devenait celui de l'eau, par exemple. Donc il fallait bien évidemment isoler le temps dans votre équation. Donc vous débrouillez pour avoir que l'exponentielle d'un côté du égal, vous enleviez l'exponentielle en passant au logarithme népérien de l'autre côté et vous pouviez effectivement avoir t avec un taux facteur d'un logarithme népérien avec un quotient de température dedans. Et on trouvait un temps de 107 secondes. 107 secondes, pourtant on nous dit 20 secondes à la fin. Exactement. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que l'air va refroidir aussi. Il n'y a pas que l'eau. Voilà. On a fait aussi beaucoup de suppositions. On a supposé que la masse volumique était indépendante du temps. On a supposé que les capacités thermiques étaient indépendantes du temps. Pareil pour les coefficients de partage surfacique. Voilà. Tout ça fait que, en réalité, on vous a simplifié les choses, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc la dernière question, c'était pour dire tout élément pris en compte explique le résultat. Absolument, tout à fait. Et dernier exercice, cette fois un exercice d'électricité. Il y a encore, vous m'avez dit, des équations différentielles. Équations différentielles. Et là, on parle de charge et décharge d'un condensateur avec un défibrillateur cardiaque. Exactement. Voilà. On vous demandait donc... Alors, pour le coup, il était très, très classique et très simple. Vraiment, quelqu'un qui avait révisé les RC, il n'y avait absolument aucun piège, c'est vraiment le plus classique. Et j'allais dire, moi, je vous aurais conseillé de le prendre si vous êtes à l'aise sur les RC. Valeur sur quoi? Oui. Donc, la première question, excusez-moi, il y a beaucoup de feuilles, on va s'y retrouver. On est page 10 sur 12. Page 10 sur 12, parfait. Hop, 8, 9, 10, la 10, je l'ai. Hop. Donc, première question, indiquée dans quelle position pour la charge? Il fallait se mettre en position 1 pour fermer la boucle, le circuit à gauche, bien évidemment. L'équation différentielle à l'aide de la loi d'Émaille. La loi d'Émaille, ici, vous trouviez à l'aide de la loi d'Émaille la loi d'additivité des tensions, puisqu'on est en série. On avait grand E, donc la force électromotrice du générateur, qui est égale à UR plus UC. On remplaçait UR par la loi d'Ohm, RI. L'intensité, on sait que c'est la dérivée de la charge sur le temps. Et la charge, pareil, il fallait connaître ces formules pour le coup. La charge électrique transférée, c'est la capacité du condensateur C fois la tension aux bornes du condensateur. Voilà, donc on sortait C. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la méthode classique pour obtenir l'équation différentielle. Question 3, on vous demandait aussi de vérifier que cette équation était solution. Donc de la même façon qu'en thermo, vous injectiez UC, il fallait dériver votre solution pour avoir D de UC sur DT, et effectivement, tout se simplifiait correctement, on pouvait. Le temps de la charge, l'expression de la charge, tout le monde le sait, la constante de temps caractéristique, c'est R fois C. Donc ça, j'allais dire, il fallait simplement connaître son cours. La question 4, alors je vais peut-être utiliser le tableau pour ça, c'était juste l'allure. On avait quelque chose comme ça en fonction du temps. Donc le temps en abscisse, la charge du condensateur, ici, et vous aviez un graphique qui avait cette tête-là, avec un palier, et le palier était égal à grand E, la force électromotrice du générateur. Ensuite, question 4.
Non, question 4, je viens de la faire. Question 5. Montrer que la date T1 qui est égale à 5 taux, la tension, on considère que le condensateur a atteint 99% de sa charge. Pareil, on utilise la solution de l'équation différentielle où on remplace petit t par 5 taux. Donc on retrouvait grand E facteur de 1 moins exponentielle de moins 5. Et effectivement, on trouvait 0,99. Donc à 5 taux, c'était égal à 99%. Question 6, déterminer graphiquement l'instant. Donc il fallait faire sa tangente à l'origine. Alors les tangentes à l'origine ne sont pas forcément toujours précises, mais là on n'avait pas le choix parce qu'on ne vous donnait pas la valeur de grand E. Voilà, vous pouviez la lire bien évidemment, mais ce n'était pas très précis, ce n'était pas sur une graduation précise. Donc il fallait juste faire votre tangente à l'origine et c'était son point d'intersection avec votre axe des abscisses. Et on avait une... Hop, je vais la retrouver. Voilà. C'est pas grave, je vais l'avoir. Hop, je ne sais plus. Je crois aux alentours de 0,016 secondes. De toute façon, on aura les résultats détaillés sur les corrigés voilà. Et aussi sur les suivants. 0,024 secondes. La question 7, on vous demandait donc, en faisant apparaître la démarche, voilà, donc graphiquement le temps caractéristique, donc ça, on en a parlé, il fallait faire la tangente à l'origine. Oui, pardon, pour T2, excusez-moi, j'ai zappé une question. Pour T2, c'était le temps où l'interrupteur a été basculé. Là, on le voyait, excusez-moi, voilà, on voyait une constante. Il y a tellement de questions qu'on s'y perd. C'était l'instant où ça commençait à descendre. Et c'est à cet endroit qu'il fallait faire sa tangente à l'origine. Donc il fallait considérer que son axe des abscisses était à cet endroit-là. Donc il ne fallait pas que lire l'abscisse en fait pour avoir taux. On voit que si on va jusqu'en bas, justement, bah, l'abscisse d'origine est considérée à 0,024. Donc pour avoir taux, vous lisez et effectivement vous avez 0,036 moins 0,024, on obtient 0,012 secondes. Donc retour à la question 7. C'était ça. La question 7, okay. 0,036 moins 0,024 et on obtient 0,012 secondes. Et question 8 pour terminer. On vous demandait le temps de la décharge, donc c'est pareil, on considère que c'est déchargé au bout de 5 taux. Donc ici on avait la valeur de la résistance, on avait la valeur du condensateur, donc il fallait faire taux égale R fois C. On vous disait qu'un être humain a une résistance de 50 à 150, j'ai pris une moyenne, 100 ohms, fois 170 microfarad à mettre en farad. Et on obtenait, en faisant x5, puisque pour avoir 5 taux, on obtenait globalement 85 millisecondes. Prendre une valeur entre 50 et 150 suffisait? Oui, on pas demandé absolument. De le faire pour les deux. Évaluer, c'est donner simplement un ordre de grandeur approximatif. Très bien. Voilà pour ce corrigé très complet et beaucoup de questions comme vous l'avez dit. Oui. C'était assez lourd. Je rappelle que le corrigé écrit est aussi sur lesétudiants.fr. Merci beaucoup. Merci à vous. Simeka d'être venu jusqu'à l'étudiant nous proposer ce corrigé. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous connecter sur lesétudiant.fr, je vous l'ai dit, pour voir les corrigés écrits de toutes les autres épreuves de spécialité, celle de mercredi, celle de jeudi 12 mai également. Et on se retrouvera demain pour un corrigé de l'épreuve de SES demain après-midi. Merci à tous et bon courage pour vos révisions. Merci à tous, au revoir.